Bonjour Mireille. Bonjour Isabelle. Alors, bienvenue à tous dans cette 11e chronique dans laquelle nous allons parler de l'Ayurveda grâce à Mireille. Je vais te laisser tout de suite te présenter, s'il te plaît. Alors déjà, merci de m'accueillir et de pouvoir échanger sur cette médecine. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne qui date à peu près de 4500 ans, voire 5000 ans, et qui est une médecine qui est reconnue par l'OMS. Alors, il y a différentes catégories. Moi, je suis praticienne et thérapeute. En Inde, vous avez des médecins qui vous soignent, comme le ferait chez nous un médecin avec des études scientifiques et qui demande 7 années d'études, dont une grande partie qui s'étudie en sanskrit. Oui, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Inde, souvent, c'est une tradition qui se transmet de père en fils ou fille, et ou sinon dans la branche, ce qu'on appelle, parce qu'en Inde, vous avez les castes, et c'est souvent la caste des brahmanes. C'est-à-dire les brahmanes, c'est ceux qui ont accès aux études telles que les pandits et tout l'aspect spirituel de cette caste-là. d'accord. Ok. Donc, Alors, oui, présente-toi, pour ce qui présente-toi est par rapport. de mon parcours, moi j'ai commencé à évoluer. Mon parcours professionnel était dédié au monde de la beauté. Donc, je m'occupais de l'enveloppe extérieure jusqu'aux environs de 40 ans, où j'ai eu un grand moment une grande crise existentielle et très salutaire, euh, puisque les gens que j'accompagnais me faisaient confiance concernant l'enveloppe charnelle. Mais celle-ci, elle est, pas, on va dire périssable, mais elle se modifie au fur et à mesure des années. Et j'accompagnais des femmes qui me parlaient de leurs problématiques liées à l'âge qui avance et ces modifications. Et je sentais beaucoup de détresse. Et j'ai traversé moi-même à la quarantaine cette crise existentielle qui m'a permis d'aller plus loin et connecter mon harmonie à l'intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Hmm. Donc voilà, c'était pour moi, c'était être complète, être bien dans son enveloppe physique, mais aller se connecter dedans à l'énergie vitale et à ce qui nous transporte. Et après, par la suite, je m'en suis rendu compte au départ de ma mère, puisque j'avais 49 ans. En Ayurveda, on explique que tous les 7 ans, on est dans une tranche de vie. Et D'accord. à partir de 49 ans, on doit être dans sa mission de vie. Voilà, c'est aussi en corrélation avec ce qu'on va appeler les saisons ou les doshas. On parle d'énergie hein, quand on parle de dosha et se respecter en fonction des saisons que nous avons à vivre et être Mhm. aligné avec ces saisons, ça permet vraiment d'être un humain en harmonie. Mais pour D'accord. pouvoir s'aligner avec ces saisons, il faut les comprendre. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que ma vie a basculé à 48 ans passés et je me suis rapprochée de moi effectivement à 49 ans, donc je ne le savais pas. Voilà. Alors, comment t'en es venue à l'Ayurveda? Cette découverte, elle vient d'où dans cette crise? Comment elle... Alors, j'avais une maman qui était guérisseuse, qui tirait les cartes, qui étudiait beaucoup la numérologie karmique, etc., etc. J'étais un peu révoltée parce qu'elle ne m'accordait pas suffisamment de temps et beaucoup trop de temps aux autres. Donc, les premières années ont été vraiment dans non, moi, je ne vais pas aller voir dedans ce qui se passe, je vais rester sur la couche extérieure. Et grâce à cette dépression, hein, la quarantaine, le moment charnière, c'était une dépression pour moi, j'ai eu l'occasion de devoir aller plus loin pour soigner cette partie de moi qui avait besoin d'être mise en lumière. Et donc, je pratiquais le yoga. Le yoga m'a amené à aller dans des centres où j'ai rencontré un peu des traditions chamaniques, etc. Et j'ai commencé à me former aux huiles essentielles. C'était un peu une passerelle entre mon monde de la beauté, de la parfumerie, de l'esthétique, avec les fragrances olfactives, mais sur un plan énergétique et vibratoire. Hmm. Je me suis consacrée à l'écoute des autres à partir du moment où j'ai pu me contacter dans ma souffrance personnelle. Voilà. Ça a été ce besoin d'accepter déjà mon mal-être pour pouvoir aller le rencontrer chez l'autre. Ensuite, j'ai accompagné des gens qui étaient en surpoids
pendant une partie. Et puis, je me suis toujours consacrée aux plantes. Donc, ça a été un moment où j'ai ouvert une boutique où je travaillais avec les plantes sauvages corses, dont l'hélicryse, qui était une grande découverte aussi pour moi. Et après, j'ai été amenée à enseigner l'Ayurveda, donc ce qui m'a obligée, merveilleusement obligée, à continuer de me former, à me performer dans mes connaissances et aussi surtout aller sur le terrain, aller découvrir l'Ayurveda en Inde, comprendre de quelle façon le médecin va contacter tes poux. Hein. On fait la prise de poux en Ayurveda, on en a trois, il y a trois valeurs. C'est Vata, la légèreté, l'air, c'est Pitta qui va être le feu et c'est Kapha qui va être la terre et la solidité. Et ce qui me surprenait le plus, c'est que dans notre médecine, on va dire scientifique, on a besoin d'utiliser beaucoup d'appareils pour aller comprendre les déséquilibres dans un métabolisme ou dans une psyché aussi hein, qui est défaillante. Et je voulais vraiment vivre le ressenti et la lecture des poux et comprendre comment le médecin, en posant l'index, le majeur et l'annulaire sur mon poignet ou sur le poignet de n'importe quel être humain, il arrivait à comprendre les énergies qui étaient défaillantes. Et D'accord. défaillante, ça veut dire soit trop forte, soit Mhm. insuffisamment forte. Et comment il allait permettre à mon organisme de rééquilibrer tout ça. Et le problème, c'est qu'en tant que thérapeute, et ça tu le sais bien Isabelle, moi Mhm. quand je suis arrivée en Inde, je suis arrivée avec des exigences de thérapeute et Oui, avec tout à fait. ma petite prétention de thérapeute qui connaît l'Ayurveda. Je me formais en Ayurveda, j'avais un médecin indien qui faisait des tournées et qui venait dans mon centre, etc. Donc j'avais déjà une petite idée de l'Ayurveda. Et au lieu de me laisser porter, ben, je suis arrivée avec mon mental, avec mes prétentions. Et là, j'ai aimé parce il m'a laissé, comment dire, il n'y a pas eu de conflit, de position, d'ego. Il a entendu mes demandes, je voulais découvrir les soins, etc. Mais il m'a dit, oui, mais d'abord, je vais te soigner. Donc, il a considéré que j'avais déjà, moi, besoin de trouver mon équilibre, de Mhm. retrouver l'équilibre. Et ça a été d'une subtilité et d'une puissance. En fin de compte, ce qui est en Inde absolument, et dans cette médecine absolument fascinant, c'est la notion de contraste. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de douceur, on peut venir ébranler ton être dans des structures qui sont néfastes, mais qu'on utilise parce qu'on n'a pas compris où était l'autre chemin. Et petit à petit, au fur et à mesure des consultations, des moments aussi de descente hein, dans ce que j'appelle mes profondeurs abyssales, hein. Il y avait des moments où j'étais complètement bousculée, voire bouleversée avec des organes dans mon corps que je ressentais en me disant mais qu'est-ce qui se passe j'avais pas prévu ça comme ça, etc., etc. Et me rendre compte derrière que la restauration de ma santé devait passer par là. Et aussi, notamment pour la petite anecdote, ma première cure, c'était 21 jours. Et j'étais pas vraiment décidée à rester 3 semaines dans un centre et donc à vivre la cure. Je m'étais dit, bon, bah, peut-être 2 semaines, ça sera bien. Et puis, mon compagnon me dit, non, non, on reste 21 jours. Et les premiers 3 jours, bah, je devais enlever mes 3 béquilles, hein, qui sont pour moi, quand je suis ici en France, qui étaient du moins, le café, un verre de vin pour me détendre de temps en temps, et le sucre raffiné. Et dans la cure, le médecin me dit, mais c'est les 3 aliments qui accélèrent ton feu pitta et qui te donnent tous tes désordres, notamment digestifs, mais aussi émotionnels. Donc, il n'y a pas, tu dois vraiment te passer de ces béquilles-là. Et les 3 premiers jours, j'étais très en colère Mhm. de devoir vivre ça et aussi de me rendre compte à quel point j'étais dépendante de ces C'est ça. béquilles. Alors, et si on en vient, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, quand on parle de cette énergie, donc en quoi se consiste l'Ayurveda? Il y a les plantes, il y a les énergies, il y a les caractères, l'alimentation, il y a le yoga aussi. Est-ce que tu peux nous dire les différents éléments de Oui, l'Ayurveda? alors l'Ayurveda, c'est une médecine holistique, c'est une médecine, on pourrait l'appeler aussi microcosme, macrocosme, hein, observer du plus grand au plus petit. C'est ce que je vous partageais tout à l'heure dans les saisons, s'observer dans les saisons à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et en fin de compte, on va utiliser
le bon sens. Le bon sens, mais il faut savoir le lire, ce bon sens. Qu'est-ce que Mm. je fais? Mon environnement, par exemple, une des premières questions que le médecin vous pose, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans le sens de quel est ton train de vie ou ta catégorie socio-professionnelle, c'est quel est ton environnement au quotidien. Voilà, quels sont les gestes répétitifs, quelles sont les personnes, quels sont les lieux, quelles sont les nuisances que tu dois, avec lesquelles tu dois évoluer parce que tout de suite, il comprend l'impact que ça va avoir sur nous. D'accord. Et donc, pour comprendre un peu mieux l'Ayurveda et ses énergies, bah, à partir du moment où on lit les choses en tant que microcosme et macrocosme, on va prendre l'énergie du vent qui va être Vata, qui amène de la légèreté chez l'être humain et qui donne toutes ces sensibilités artistiques. Hein. Quelqu'un de Vata, c'est quelqu'un qui est en mouvement, souvent des cheveux bouclés. On dit que les gens Vata, ils ont comme des antennes, hein. Ils sont très connectés, n'est-ce pas Isabelle? Voilà. Mais ton équilibre Vata, il est ton ami à partir du moment où tu es en équilibre dans ce point de Vata. S'il y a trop de mouvements, c'est-à-dire à un moment, tu vas être amené à faire des conférences à droite, à gauche, prendre l'avion, prendre le train, à la maison, tu es aussi dans des travaux, etc., etc., ton Vata va pas devenir ton ami, mais ton ennemi. Eh oui, c'est ça. Voilà. Et Le mieux est là, l'ennemi du bien. voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est valable pour toutes ces énergies. Donc là, je vous ai cité Vata et l'air, mais c'est valable pour Pitta. Pitta, c'est souvent le méditerranéen, le sanguin, le côté compétitif chez nous et aussi les hormones, hein, l'âge des hormones où on a besoin d'être dans le faire et dans l'avoir. Et il y a rien de péjoratif à ça, au Non, contraire, non, hein, on est c'est fait pour un ça. mode de vie, Voilà. tout à fait. Mais ton pita, ton feu, si tu l'alimentes, par exemple, là, on est en saison pita, si tu t'alimentes avec une énergie une énergie alimentaire, hein, parce qu'en Ayurveda, on ne parle pas de calories, on parle de valeur énergétique dans les aliments. Mm. Si tu t'alimentes de façon à nourrir trop ton pitta, trop de piment, trop de feu, pas assez de sommeil, trop d'alcool, un environnement aussi qui t'agresse constamment de façon insidieuse, hein, ben, le côté leader va se transformer chez toi en un tempérament irritable, des injonctions, voilà. Et là, tu es plus le bon leader qui Mm. accompagne les autres, tu vas devenir le parent Dictateur. normatif Le... exigeant, Ouais. dictateur. Et là, tout le monde se Part en dérobe courant. à ton autorité. Hein, voilà. Et là, c'est plus performant du tout. Oui. Et pareil pour la dernière énergie qu'on appelle kapha, hein, qui est la solidité, qui est un mélange d'air et d'eau, de terre et d'eau. Alors, il faut aussi comprendre que, par exemple, des énergies qui chez nous sont mal vues, parce que souvent, Kapha, il y a un certain côté lymphatique chez Kapha, parce que Kapha représente ben, l'endurance, la stabilité, la fidélité, un côté un peu apathique, doux et lent. Les gens Mm. Kapha, ils n'aiment pas être brusqués. C'est pas le feu d'un Pitta à qui tu vas faire une proposition, viens, on part à tel endroit, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, il s'engage. Le Kapha, il va te demander ou même s'il ne te demande pas, il va prendre le temps de la réflexion. Et par exemple, chez nous, dans notre fonctionnement, les énergies les mieux vues par les recruteurs ou nous, souvent par nous-mêmes aussi, hein, on aime bien être un pita compétitif, alimenté par une énergie de vata, inspiré, etc., etc. En Inde, c'est le contraire. Eh oui. Les Indiens vont chercher des femmes kapha parce qu'ils savent que la femme kapha, elle va être douce, elle est patiente, elle est endurante, elle a une stabilité émotionnelle et même physiquement, ils aiment aussi ses rondeurs. Voilà. Et ça, c'est tout ce jeu aussi qui permet de regarder les choses différemment et se dire, ben, tiens, c'est vrai que quelque chose qui chez nous est traité de lymphatique, Mm, mm. et dans le sens qui est regardé comme lymphatique, en Inde, c'est une valeur ajoutée. C'est la Une femme sagesse. qui La voit, sagesse, oui, tout à fait. voilà. Donc, comment on peut... tu parlais donc de l'alimentation, des énergies par rapport effectivement au profil. Et j'ai vu aussi les humeurs.
Alors, comment on détermine les humeurs par rapport? Alors, les humeurs, c'est ce qu'on appelle les doshas ou les Oui, énergies. Si on citait un homme qui a été le père de la médecine, c'est Hippocrate. Hippocrate avait parlé des humeurs chez les humains. Il avait oui, cité le nerveux, le bileux, le sanguin, le lymphatique, etc. C'est tiré de l'Ayurveda. Nous, d'accord. on nomme pas les choses de la même façon, mais on va retrouver ces mêmes caractéristiques avec, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on ne va pas enlever le feu de quelqu'un de Pitta, par exemple le méditerranéen, tu vas simplement l'aider à canaliser son feu. Alors comment? Ben, en premier lieu, par une régularité. Nous, on a beaucoup de routines dans nos démarches ayurvédiques, Oui, c'est-à-dire respecter le sens de à quelle heure je me lève, se lever avec le soleil. Parce que tu as aussi ce qu'on appelle les cycles circadiens, hein, respecter les heures de lumière naturelle. Donc, se lever en même temps que le soleil, se coucher tôt, avoir un nombre suffisant d'heures de sommeil, commencer ta journée par des pratiques spirituelles, des respirations. Voilà, il y a tout ce lien à la nourriture physique et spirituelle. oui, Pratiquer aussi des asanas, des yogas, du yoga, euh, des grattages de langue, boire de l'eau tiède le matin quand je me réveille plutôt que de l'eau froide, me réveiller avec une petite musique, me réveiller un peu plus tôt pour avoir le temps de faire mes frictions, de me mettre de l'huile dans le nez. On travaille aussi beaucoup les orifices naturels de façon à ce que tu puisses recevoir ce qu'on appelle le prana. L'énergie pranique, c'est vraiment te nourrir de cette dimension subtile et pourtant tellement puissante. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est nourri de prana, ou quand nous, on est nourri de prana, c'est-à-dire que tu as le temps de bien prendre en charge tes besoins, bah, tu te sens au niveau de ton énergie corporelle, etc. Tu sens une lumière qui t'habite, hein, ce mm, rayonnement, envie de mm, partager, on est généreux. Bah, c'est ça l'énergie pranique. mm. Alors que quand j'ai pas de temps pour moi, j'ai trop de stress, j'ai des choses qui vont pas bien, j'ai des deuils, etc., etc. Bah, d'un coup, là, on a une dimension qui va se diminuer et qui, si on la laisse s'installer, va créer un mal-être. Et Oui, l'Ayurveda, c'est vraiment savoir lire ce qui se passe en nous pour ne pas s'installer dans ce mal-être. Et tout oui, de suite reprendre des bonnes routines, même si le mot routine derrière, on a un côté un peu... Mais on a tous des routines dans la vie. oui. Oui, C'est-à-dire, c'est plus des rituels ou en fait un processus, un protocole de vie, si on veut être un peu européen et normé, de dire voilà, c'est une bonne habitude, comme des personnes vont faire leur footing tous les matins à 7 heures pour exactement, commencer. Voilà, c'est des habitudes de vie saines. exactement, Voilà. exactement. Mm. Et tu te rends compte que dans cette structure, le mental se calme. Oui, Parce que, il y a cette régularité aussi, prendre vos repas. Alors, des choses toutes simples, mais sans parler. Nous, quand j'anime les cures et qu'il y a des tables de français, parce qu'on est des petits groupes, le médecin s'amuse les 3 premiers jours à observer les groupes et il nous dit, mais même si on n'écoute pas la langue que vous parlez, on sait que vous êtes européen français. parce que vous parlez. Voilà, nous, on parle en mangeant, alors que les Indiens ne parlent pas en mangeant. Parce qu'en mangeant, tu vas avaler de l'air en même temps que la nourriture et que vers 17 h, 18 h, tu vas avoir des ballonnements. D'accord. Oui, c'est vraiment un mode de vie. Alors, comment on peut intégrer l'Ayurveda dans son quotidien quand on fait pas forcément, euh, quand on ne souhaite pas aussi aller dans toute la panoplie? Est-ce qu'on fait une consultation? Comment ça passe et comment on peut l'intégrer dans le quotidien? Alors déjà, c'est ça, c'est comprendre l'énergie qui m'anime et être aligné avec cette énergie, ne pas aller contre, hein, ne D'accord. pas essayer de me transformer. Voilà. Par Ok. exemple, quelqu'un de Kapha a besoin de plus d'heures de sommeil que quelqu'un de Vata. Et on ne peut pas demander à transformer cette énergie parce qu'elle fait partie de ton héritage, elle fait partie de tes fondations, ton territoire et tu Ok. vas être bien si tu es aligné avec cette énergie. Mais déjà, il faut la comprendre, cette énergie. Donc oui, Ouais. il faut mieux bon, aller voir quelqu'un lors d'une consultation, qui va vous faire une étude ou par la prise de pouls et qui va te rappeler, soit tu es en équilibre dans ton énergie de naissance,
soit la vie a fait que tu es dévié de ton énergie de base et il va falloir travailler ensemble, donc soit par des soins, soit par des respirations, aussi par l'alimentation, ou simplement une prise de conscience. Euh, Par exemple, quand je te parlais des cycles circadiens tout à l'heure, Oui, donc c'est me mettre en harmonie avec les cycles de la nature. Et je vois souvent des étudiants qui ont des problèmes d'insomnie et du coup de mémoire aussi. Et quand on parle des cycles de sommeil, ils profitent de l'énergie qu'on appelle l'énergie Pitta et qui est entre 10 heures et minuit le soir, donc on va dire 22 heures minuit, mais qui est aussi 10 heures et midi la journée. Donc dans la journée, ça se caractérise par les sucs digestifs qui vont se réveiller et cet appétit qui est là. oui, Mais si tu n'es pas endormi avant minuit, tu as la même chose qui va se manifester parce que tu es aligné avec les cycles circadiens. Et si tu profites de cette énergie dans ce moment-là pour te lever, pour étudier, ou tu as des femmes qui en profitent, elles ne dorment pas, elles se lèvent, elles vont faire du repassage, etc., etc., tu vas t'appuyer sur une énergie qui n'est pas faite pour être utilisée à ce moment-là de la journée. oui. Et tu vas complètement, petit à petit, de façon insidieuse, faire vriller ton métabolisme de base. Et après, ça va être un travail pour revenir à quelque chose de nourrissant. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Et si on se rapproche, par exemple, si je fais un parallèle avec la naturopathie, à chaque fois, en fait, il manque un bout parce que l'Ayurveda, c'est très complet. On n'aura pas que les plantes ou les aliments qui vont correspondre, je ne suis pas naturopathe, mais à mon métabolisme ou à mon problème de santé. Avec l'Ayurveda, ça va correspondre à mon rythme de vie, à ce fameux pouls, à ces fameux pouls qui vont donner des indications aux médecins ou aux praticiens. Donc c'est étonnant quand même parce que de ce que je comprends, il y a plein d'indications qu'on pourrait trouver dans l'homéopathie, dans la naturopathie, dans d'autres, petites techniques, sauf que là, c'est tout, tout en un et c'est logique en même temps. Tout à fait, Isabelle. C'est-à-dire que le médecin ayurvédique va se servir de ce qu'on appelle le jyotish. Le jyotish, quand tu vas en Inde, fait partie, il est vivement conseillé que tu aies une consultation astrologique avec le jyotish parce qu'il va donner des éléments au médecin. Donc chez nous, ça peut paraître farfelu un médecin qui te demande quand est-ce que tu es né. Oui, On connaît l'influence des planètes sur ton moment de vie, alors qu'en Inde, c'est quelque chose de courant. On travaille avec le jyotish, on travaille avec ton lieu de naissance aussi, hein, parce que fondamentalement, l'organisme et puis aussi notre mission de vie n'est pas la même selon l'endroit où tu t'es incarné. eh Il y a oui, cette nature. Il faut aussi comprendre que quand on parle d'Ayurveda, on parle de véhicule terrestre, celui qui est périssable, mais on parle de la dimension de l'âme. Donc il y a ça aussi, le karma, hein, la notion du karma. ouais, Et ce qui est parfois difficile pour nous, par exemple, c'est un médecin, et ça m'arrive, hein, de temps en temps, un médecin avec le médecin indien, je dis, bah voilà, j'ai une personne qui a 80 ans et j'aimerais l'accompagner, etc., etc. Et il va me faire une réponse qui, moi, en tant qu'Européenne, est compliquée à accepter et je dois le faire, où il me dit, au niveau karmique, la personne est en fin de vie. Donc non, tu ne lui fais pas prendre l'avion pour venir faire la cure. Voilà, c'est un accompagnement doux avec du massage qu'on va appeler Abhyanga, etc. Mais c'est préparer la personne à quitter son véhicule terrestre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent chez nous, parce que ouais, nous, on veut retenir, on veut retenir. Et là, non, c'est au contraire, travaille les peurs pour permettre au tissu d'être léger, allège ta nourriture aussi, pour que l'âme puisse quitter le véhicule terrestre en étant le plus léger possible et que la transition se fasse de façon douce. ouais. Ouais, Et c'est révolutionnaire. Quand on voit tous les nous, c'est la non-assistance à personne en danger, hein, on en est là, «Ah oui. non, mais tu peux pas l'aider à mourir». Alors que oui, ben, sauf quand elle est condamnée. Quand la personne le sait et qu'elle est condamnée, heureusement, il y a comment je pourrais dire? Cette œuvre charitable et merveilleuse de dire: «On accompagne les personnes en fin de vie» en Europe et en France maintenant. OK, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est parce que la personne sait qu'elle est condamnée.
donc elle est obligée d'accepter, elle n'a pas le choix. Alors que là, c'est autre chose que tu dis, c'est par rapport au karma, par rapport à l'étude, qu'on va dire: «Écoutez, à votre âge, à ce cycle, vous devez vous préparer à partir». Là, en Europe, effectivement, c'est pas quelque chose qui va qui va rentrer dans les mœurs, et des accompagnants et des accompagnés. Mais, quelque part, c'est philosophiquement très très beau, je trouve, Oui, c'est de une toute tirer les autre leçons de ce dimension, une ouais, toute autre dimension qui ouvre des portes. Après, on a envie ou on n'a pas envie, personne n'est obligé. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu ça avec le départ de ma mère. Donc, j'avais 49 ans, hein, j'étais prête à sauter dans ma mission de vie. ouais, Et son départ a permis que je concrétise complètement mon existence terrestre. Et notamment grâce à ce départ où je l'ai accompagnée jusqu'au bout, j'ai été là pour le passage et elle m'avait donné naissance 49 ans auparavant dans cette dimension-là et moi je l'ai aidée à passer de l'autre côté et la boucle était bouclée. Et ouais, c'était quelque chose de merveilleux. ouais, J'étais triste parce que dans l'humain, on a besoin, on va chercher toujours le réconfort, hein, de serrer dans les bras, etc., etc. Mais au niveau du message comment dire, je vais dire karmique, hein, je vais mmh, utiliser le mot karma, c'était un cadeau merveilleux de pouvoir l'expérimenter et de tout à fait. ressentir ça. Une belle expérience de vie. Alors les personnes donc to qu'est-ce que toi tu proposes dans tes services, parce que tu parlais de cure tout à l'heure, mais aussi tu as un cabinet sur, Cotignac. Qu'est-ce que Alors oui, tu proposes? je suis installée depuis quelques mois sur Cotignac où je reçois en consultation. Mmh, Bah, tu peux venir me voir pour une consultation si tu veux connaître ton profil doshique, hein, connaître les énergies qui t'animent mmh, avec tes forces de naissance et peut-être ce qui s'est déséquilibré et trouver ensemble les moyens de restaurer ça. Euh, et après, bon, comme je te disais, par l'alimentation, les respirations, les soins, des soins qui sont des massages, mais des soins aussi avec des pochons, des plantes, un soin magistral qu'on appelle Shirodhara. Si le nom ne parle pas, on connaît tous l'image du filet d'huile qui tombe sur le oui, front, là, par un mouvement de balancier. Donc ça en consultation sur Cotignac et le reste de l'année, on propose 2 cures par an pour l'instant, une à l'automne dans les énergies de Vata, c'est l'automne, et une dans les énergies du printemps qui sont Kapha. OK et Voilà. dans ces cures, qu'est-ce qui se passe? Alors, la cure, c'est une implication de 21 jours où ben, on a ces 3 semaines justement pour pouvoir laisser décanter le corps. On rencontre le médecin quand on arrive à la lecture du pouls. Souvent, il nous laisse un petit peu infuser hein, parce qu'il y a l'avion, le changement de rythme, le changement de température, etc., etc. Et cetera. Et aussi, ils s'amusent beaucoup. Les Indiens sont très, comment dire, très joueurs. Mmh, Et souvent, ils nous observent les premiers jours. Et, souvent, je vois les personnes qui viennent suivre les panchakarma avec beaucoup de questionnements dans le planning, mais où est le planning? Et les rendez-vous, sont mes rendez-vous et mon traitement, etc., etc. Et cetera. Et il y a comme une notion de nous déstabiliser pour laisser ressortir notre vraie nature. C'est ce qui l'intéresse. Et une fois qu'on est un petit peu comme ça, on s'est un peu émulsionné avec nos attentes, là, on va commencer vraiment le traitement. Donc, ces 21 jours, ben, la première semaine permettent de faire remonter les toxines, hein. C'est là où je vous disais mes colères aussi, hein, qui sont ouais, remontées en premier jour, parce qu'il n'y a pas que les toxines physiques, il ouais, y a aussi les toxines émotionnelles, mais mmh, celles-là, on les comprend moins. mmh, Et même quand le médecin vous dit, tu vas être ceci, tu vas être cela, moi je suis là pour interpréter toute la partie ayurvédique et aussi redistribuer ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, parce que souvent on est en résistance à non, 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 je vais bien, etc., etc. Et cetera. Et après, on peut l'observer et être à côté pour justement accompagner, dire oui, ça fait partie du traitement. Mais tu es sûr que oui, oui, ça fait partie du traitement. La deuxième semaine, donc la première semaine, une fois qu'on a délocalisé ces toxines, ben, il va falloir les évacuer. mmh, Donc, c'est aussi bien par les massages, hein, les émonctoires naturels, c'est la peau, mais aussi par des choses qu'on appelle Vireshana et Vamana, c'est-à-dire des substances, alors toujours avec l'accompagnement du médecin, hein, ils savent faire ça de main de maître, mmh, notamment celui dans le centre où on va, lui, il gère 2 centres, et ils sont un couple de Védias, de médecins ayurvédiques. Euh,
Donc, faire sortir les toxines, bah, c'est aussi vomir ou vidanger les intestins. Oui, Beaucoup de massages, ça peut être par la sudation aussi, ce qu'on appelle Svedana. Et la troisième semaine, on va refermer les canaux, hein, l'énergie pranique pour revenir encore une fois à cette énergie, pour pouvoir rentrer en étant dans une restauration de la santé à la fois mentale et physique. Et aussi, ce que j'aimerais partager, ce qui est important, c'est une lecture beaucoup plus fine de nos besoins. oui, C'est-à-dire que quand on rentre d'une cure, souvent, on fait une sélection naturelle des gens qu'on fréquente et des aliments qu'on va mettre dans notre corps aussi. Il y a une prise de conscience et il y a un alignement bah, qui est juste incroyable. alors Voilà. les gens qui s'inscrivent et qui viennent te consulter, c'est quoi leur mot aujourd'hui? C'est quoi s'il y a quelque chose à définir, une cartographie? Alors, il y a une grande démarche autour de l'Ayurveda qui a été mise en place grâce au yoga. Donc, Oui, beaucoup de gens pratiquent déjà le yoga, les respirations, tout ça. On vient maintenant aussi au mudra. Je vois que et bah, c'est une logique de bon sens. Voilà, comme je te parlais tout à l'heure, dans retrouver mon équilibre de façon naturelle et aussi comprendre ce qui se passe en moi et arriver à être artisan de ma santé. Hein, oui, c'est ça l'idée. Et aussi une phrase qui est peut-être mal comprise, mais l'autre fois je l'ai partagée j'ai un petit groupe, une petite communauté où on parle de méditation, d'Ayurveda, etc. Je disais, aujourd'hui, mon vœu, ce serait de mourir en bonne santé. Et dans le groupe, il y a une prof de yoga qui m'a répondu, ben non, il faut d'abord vivre. J'ai dit, mais bien sûr, il faut d'abord vivre. Mais l'idée, c'était quitter le véhicule terrestre, parce on va devoir le faire tous et toutes, mais sans être dans voilà, une souffrance ou un acharnement, ou même si je sais, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on accompagne hein, maintenant, mais voilà, mourir de vieillesse, ben, c'est possible aussi. Hein, on ça. a le droit. Bah, ça On a se le- fait dans beaucoup de pays non européens qui sont vraiment dans cette communion avec les éléments, la terre, à l'écoute de son corps, avec une dimension spirituelle aussi, qui fait qu'on arrive à une vraie sérénité, une résilience plus qu'une acceptation, je trouve. On trouve ça effectivement dans pas mal de cultures qui ne sont pas européennes, et ça serait l'idéal. Eh oui. Ok, bah, écoute Mireille, c'est très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des recommandations ou Des expériences? recommandations, ce serait simplement ça, oui, avoir une pratique environnementale respectueuse. Et plus on est nombreux à savoir dire non à un comportement ou à quelque chose qui ne nous convient pas, sans vouloir offenser l'autre, c'est une invitation à s'aligner. Voilà. C'est-à-dire que souvent, je prends cet exemple, vous avez une amie qui est en grande détresse en ce moment et qui tous les soirs à 18 heures va vous appeler pour vous raconter ce qui ne va C'est pas des dans bois. sa vie, etc. C'est des bois, je dis, oui. Je comprends. Voilà. Et au lieu de rester une heure au téléphone comment dire, à décupler peut-être son malaise, ben, l'inviter en lui disant, ben, tiens, viens, on fait un zoom, tu sors un tapis de yoga, on met un petit bâton d'encens et on fait des respirations ensemble. Et ben, du coup, une ouverture de conscience. Et peut-être que tes problématiques, au lieu de les ressasser, ben, on va trouver des chemins ensemble pour en sortir différemment. Mm, Voilà. Ça, je mm. trouve que c'est moi ce qui m'anime en tous les cas, c'est qu'on soit tous et toutes des artisans de nos vies et pour avoir des belles vies, il faut être en bonne santé. Voilà. C'est C'est ça, c'est une belle phrase de fin. Ok, bah écoute, je te remercie. Je vais inscrire dans la description donc les coordonnées pour te joindre, parce que je crois que tu es sur plusieurs réseaux. Tu es aussi sur un site internet qui est Médoucine de mémoire. oui, c'est ça, médecine. Voilà. Donc on va inscrire tout ça et puis bah je te remercie pour C'est moi, Isabelle, et cette merci chronique. beaucoup. Merci pour cette participation. J'étais ravie d'échanger. Merci. Au revoir à tous.